Diagramme des cas d'utilisation. Donc, c'est le premier diagramme dans la modélisation objet élémentaire avec le langage UML. C'est un diagramme qui est statique et qui répond principalement à la question « À quoi sert le système ?» Donc, à quoi sert le système? C'est-à-dire, quelles sont les fonctionnalités auxquelles le système va répondre ou bien le système va assurer. Modéliser les besoins permet de faire l'inventaire des fonctionnalités attendues, organiser les besoins entre eux de manière à faire apparaître des relations, bien sûr, qui sont relations entre fonctionnalité, relations entre utilisateurs, bien acteurs et fonctionnalités. Exemple, le diagramme de cas d'utilisation. Donc, on a un système de vente en ligne. Dans ce système de vente en ligne, donc ça, c'est la représentation d'un diagramme des cas d'utilisation. Il est fait d'un rectangle à l'intérieur duquel il y a les différentes fonctionnalités ou ce qu'on appelle des cas d'utilisation. Donc, ajouter article au panier, c'est un cas d'utilisation. Passer commande, c'est un cas d'utilisation. Suivre une commande, c'est un cas d'utilisation, etc. Par contre, à l'extérieur, on a les acteurs, ce qu'on appelle les acteurs d'un diagramme des cas d'utilisation, le client, la banque, le directeur et le commercial. Donc, les cas d'utilisation, ils sont représentés dans une ellipse avec une phrase qui est verbale, commençant par un verbe. Donc, le verbe seul n'est pas suffisant, donc il faut écrire une phrase, ajouter, article au panier. Ajouter tout seul ne fait pas un cas d'utilisation parce qu'on ne retient pas l'action derrière ou bien on ne comprend pas la fonctionnalité derrière. Donc là, quand vous voyez, il y a une relation entre le client, qui est l'acteur, et ajouter un article au panier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client, il peut ajouter un article au panier dans le système de vente en ligne. Un client peut passer une commande au niveau du système de vente en ligne. Un client peut suivre une commande dans un système de vente en ligne. La banque, il peut assurer un paiement. Le directeur, il édite les statistiques. Le commercial, il annule la commande. Jusque-là, on comprend le principe. L'acteur, on le relie avec la fonctionnalité ou bien avec le cas d'utilisation qu'il fait avec une ligne. Une ligne sans flèche ni sens de flèche, parce qu'on va garder les flèches pour autre chose. Okay? Donc, un diagramme des cas d'utilisation, il nous permet d'identifier les acteurs au niveau du système. On les dessine sous forme de bonhomme. En dessous de chaque bonhomme, il y a le nom de l'acteur. Puis, à l'intérieur des ellipses, les cas d'utilisation. On définit les différents cas d'utilisation avec un esprit d'inventaire. C'est-à-dire, on se pose la question, à quoi sert un système de vente en ligne? Ou bien, quelles sont les fonctionnalités que va assurer un système de vente en ligne? Donc, il va permettre d'ajouter un article au panier, il va permettre de passer une commande, il va permettre de suivre une commande, il va permettre d'annuler une commande, il va permettre d'éditer des statistiques et il va permettre un paiement CB, carte bancaire. Donc, laissez ce cas à part parce que je vais le réexpliquer par la suite. C'est un cas particulier. OK? Sinon, pour le reste, le principe est le même. Voilà. Donc, un cas d'utilisation est un service rendu à l'utilisateur par le système. Il implique des séries d'actions plus élémentaires. Donc, on peut détailler un cas d'utilisation. Passer une commande, on peut le détailler en d'autres cas d'utilisation qui nous expliquent la façon avec laquelle, ou bien les actions, les sous-actions à travers lesquelles on peut effectuer, passer la commande. Un acteur est une entité extérieure au système, modélisée et qui interagit directement avec lui. Un cas d'utilisation est l'expression d'un service réalisé de bout en bout avec un déclenchement, un déroulement et une fin pour l'acteur qui l'initie. Et donc ici, l'acteur client, il initie un cas d'utilisation qui est l'ajout d'un article au panier. Il initie un cas d'utilisation de passage de commande et il initie un cas d'utilisation de suivi de commande. OK? Donc c'est ce que on synthétise ici. Et donc avec un esprit inventaire, à l'intérieur de ce système de vente en ligne, le client ne peut que passer une commande,
ajouter un article, suivre une commande. Si on avait autre chose, il fallait ajouter d'autres cas d'utilisation qui concernent le client. Si on a quelque chose à retenir, c'est qu'on peut avoir autant de cas d'utilisation qu'on veut, bien autant de cas d'utilisation qui existent à l'intérieur du système pour un même acteur. Bien sûr, comme je l'ai dit dans le slide précédent, donc les acteurs impliqués dans un cas d'utilisation sont liés par une association, qui est cette flèche, bien qui est cette ligne, pardon, c'est pas une flèche. Un acteur peut utiliser plusieurs fois le même cas d'utilisation. L'acteur, le client, il peut ajouter autant de fois des articles dans le panier. Donc, rappelez-vous du principe de la modélisation, c'est une représentation qui est abstraite. Donc, on essaye de généraliser, on essaye d'être le plus abstrait possible. Et donc, un client, il peut ajouter un premier article, un deuxième article, un énième article. Donc, ce n'est pas la peine de représenter, ajouter article 1 comme un cas d'utilisation à part, ajouter article 2 comme... Non, mais l'ajout d'un article au panier, le fait d'ajouter un article au panier, c'est un cas d'utilisation qui est déclenché par le client. Passons maintenant aux relations qui existent entre les cas d'utilisation, entre eux. Okay. Donc, si on revient à ce diagramme des cas d'utilisation exemple, on a compris la relation entre l'acteur et les cas d'utilisation, mais on remarque qu'il y a des liens entre les cas d'utilisation ou bien des relations entre les différents cas d'utilisation. Expliquons quels sont les types de relations qu'on peut établir entre les cas d'utilisation. Donc, il y a principalement trois types. Il y a l'inclusion, il y a l'extension et il y a la généralisation. Quelle est la différence entre ces trois relations entre cas d'utilisation? Donc, on a A avec une flèche en pointillé vers B et entre parenthèses, entre double parenthèses, on écrit include. Donc, c'est la relation d'inclusion. On dit que le cas A inclut le cas B si B est une partie obligatoire de A. Je m'explique. Si pour une fonctionnelle, pour un cas d'utilisation A, pour faire A, il faut faire B et C et D. Alors, dans ce cas-là, je vais établir une flèche en pointillé qui parte du cas qui est général vers les parties qui sont obligatoires en indiquant include. Si on revient à ce cas d'utilisation, passer une commande, on remarque qu'il y a passer une commande avec payer, passer une commande avec valider le panier, passer une commande avec s'authentifier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour passer une commande, il faut s'authentifier, il faut valider le panier et il faut payer. Payer, valider le panier, s'authentifier sont des cas d'utilisation obligatoires pour le cas d'utilisation passer la commande. Alors, on peut donc dire que la relation d'inclusion sert à enrichir un cas d'utilisation par un autre cas d'utilisation. Cet enrichissement réalisé par une inclusion qui est impératif, qui est obligatoire, il est donc systématique. Le cas d'utilisation inclus existe uniquement dans ce but. En effet, il ne répond pas à un objectif d'un acteur primaire. Un tel cas d'utilisation est une sous-fonction du cas d'utilisation principal. Donc, dans notre cas, le B est une sous-fonction du A. L'inclusion sert à partager une fonctionnalité commune entre plusieurs cas d'utilisation. Elle peut également être employée pour structurer un cas d'utilisation en décrivant ses sous-fonctions. Passons maintenant au deuxième scénario, bien aux deuxième relation entre cas d'utilisation qui est l'inclusion. Donc l'inclusion, on dit que le cas B étant le cas A et on le note une flèche de B vers A en pointillé avec le X teint en bas. On dit que B est une partie optionnelle du A. C'est-à-dire que B est une option, mais cette option n'est pas obligatoire. Donc on peut faire cette option comme on peut ne pas la faire. Donc on peut dire que la relation d'extension, tout comme la relation d'inclusion, il enrichit le cas d'utilisation. Okay? Donc il enrichit le cas d'utilisation par un cas d'utilisation de sous-fonction. Donc là aussi, il s'agit d'une sous-fonction, mais cet enrichissement est analogue à celui de la relation d'inclusion. Il est optionnel. L'extension se fait dans le cas d'utilisation de base en des points précis et prévus lors de la conception appelés les points d'extension.
Donc, l'application de chaque extension est décidée lors du déroulement d'un scénario. Par conséquent, le cas d'utilisation de base peut être employé sans être étendu. Donc, si on revient à notre exemple principal, donc si vous remarquez ici, pour passer une commande, on a ici une extension. Donc, cette extension, c'est saisir le code de réduction. Donc, la saisie du code de réduction n'est pas un cas d'utilisation ou bien n'est pas une fonctionnalité qui est obligatoire. Par contre, c'est une extension optionnelle. On peut, dans certains cas, au cas où on a un code de réduction, c'est le moment de saisir. Donc, pour passer la commande, et donc il faut saisir le code de réduction. Voilà, passons maintenant à la troisième relation entre les cas d'utilisation, à savoir la généralisation. La généralisation, ce n'est autre que un petit peu, c'est l'héritage. Donc l'héritage, on dit que le cas A est une généralisation du cas B si le B est une sorte de A. Donc la flèche, il est du B vers le A, tout comme l'extension, et non pas comme l'inclusion. Donc l'inclusion seule qui a un sens de la source vers la cible ou bien du cas d'utilisation générique vers les options obligatoires. Pour l'extension de l'option optionnelle ou bien de la fonction optionnelle vers le cas d'utilisation générique et aussi dans la généralisation, on a du cas d'utilisation phi, ou si on se permet le terme, du cas ou fils, vers le cas d'utilisation qui est générique. Donc, comme pour les concepts, donc il est également possible de spécialiser un cas d'utilisation en un autre cas d'utilisation. Donc on obtient ainsi ce qu'on appelle un sous-cas d'utilisation. Donc ici, on peut dire que le B est un sous-cas d'utilisation du A. Donc de façon analogue aux objets hérités, comme vous l'avez vu en Java ou bien en C++, le sous-cas hérite du comportement du sur-cas d'utilisation et un sous-cas d'utilisation hérite également des associations liant le sur-cas aux acteurs ainsi qu'aux relations d'inclusion et d'extension des sur-cas. Et donc, si A, il a des extensions, il a des inclusions, B, il va avoir les mêmes inclusions et les mêmes extensions. Si un acteur il est responsable du cas d'utilisation A, automatiquement, il va être responsable du cas d'utilisation du B. Donc, la généralisation, elle est valable. Le surcas d'utilisation, donc à savoir le A, est souvent abstrait, c'est-à-dire qu'il correspond à un comportement qui est partiel, complété dans les sous-cas d'utilisation. Donc, le rôle des sous-cas d'utilisation, c'est de donner plus de détails. Donner plus de détails, non pas en option, mais cette fois-ci en action, de sous-cas d'utilisation. Donc, un sous-cas d'utilisation a le même niveau que son surcas. Si le surcas est un cas avec objectif d'un acteur primaire, il va de même pour le sous-cas. Si le surcas est un cas de sous-fonction, donc le sous-cas est lui aussi une sous-fonction. Et dans le diagramme des cas d'utilisation, la relation de spécialisation est représentée par une flèche de spécialisation identique à celle qui relie les sous-classes aux surclasses ou bien les sur-objets aux sous-objets. Et le nom d'un cas d'utilisation abstrait est écrit en italique entre deux inférieurs supérieurs avec abstract. Ça, c'est une spécification UML 2.5. Donc, si vous avez un cas d'utilisation qui est abstrait, c'est-à-dire il n'existe pas dans la réalité, donc il est uniquement détaillé avec des sous-cas, donc on peut le mettre, au lieu de mettre include à la place de l'include et de l'extend dans le cas de l'inclusion et de l'extension, on peut mettre l'abstract. Revenons à notre exemple. Donc ici, dans notre exemple, on identifie une généralisation. Donc, le cas d'utilisation payé, il a deux sous-cas d'utilisation, à savoir paiement avec carte bancaire et virement. Et donc, ça va de soi. Donc, le paiement d'une commande qui a été passée, il peut être fait soit via une carte bancaire, soit via un virement. Et c'est les deux modes de paiement qui existent. Donc là, on peut mettre ici en pointillé abstract de part et d'autre pour dire que le paiement proprement dit, donc c'est un paiement soit avec la première façon, soit avec la deuxième façon. Donc,
Parlons maintenant des dépendances d'inclusion et d'extension. Donc, pour récapituler ce qu'on était en train de dire, donc les inclusions et les extensions sont représentées par des dépendances. La dépendance, ce n'est autre que la flèche. Lorsqu'un cas B inclut un cas A, alors B, il dépend de A. Et lorsqu'un cas B étant un cas A, alors B dépend aussi de A. On note toujours la dépendance par une flèche en pointillé, du B vers le A, du A vers le B, ça dépend, on a vu la différence. Lorsqu'un élément A dépend d'un élément B, toute modification de B sera susceptible d'avoir un impact sur le A. Donc il faut se mettre ça dans la tête que si on impacte un cas d'utilisation, on change un cas d'utilisation, eh bien les extensions et les inclusions qui sont avec lui vont être automatiquement impactés. Donc le sens de la flèche, il indique la dépendance et pas le sens de la relation d'inclusion. Donc là, il faut faire très attention. Donc là, j'insiste une dernière fois. Le include, ou bien l'inclusion, c'est du cas général vers les options qui sont obligatoires. Pour l'extension, c'est l'inverse, c'est des options obligatoires vers le cas qui est le cas d'utilisation générale. Et bien sûr, la généralisation, toujours, c'est du sous-cas d'utilisation vers le sur-cas d'utilisation. Parlons maintenant de l'identification des acteurs. Donc, un acteur correspond à un rôle et pas à une personne physique au niveau de l'ingénierie des systèmes ou bien de la modélisation. Alors, un même utilisateur externe du système peut prendre différents rôles vis-à-vis du système et seule la notion de rôle est retenue en UML. Donc, ce qui compte pour nous, c'est le rôle que la personne physique joue et non pas la personne physique elle-même. Et donc, si une même personne physique joue le rôle de modérateur et de présentateur, et donc on va le représenter deux fois. On va le représenter en tant que modérateur dans le système et on va le relier au cas d'utilisation qui concerne la modération. Et aussi, on va le représenter comme étant un présentateur et on va le relier au cas d'utilisation qui concerne la représentation. Et donc, un acteur décrit un rôle qu'un utilisateur externe du système prend lors d'une interaction avec le système. Et bien sûr, ce qui compte pour nous, c'est ces interactions avec le système en question. Si plusieurs personnes jouent le même rôle, encore une fois, vis-à-vis du système, alors ils sont représentés par un seul acteur. Donc, par exemple, on a un responsable vente et on a au niveau de l'entreprise une dizaine de responsables de vente. On ne va pas représenter monsieur X, monsieur Y, monsieur Z, mais on va uniquement représenter le responsable de vente. Ça sous-entend qu'un responsable de vente, il a les mêmes fonctions, il a les mêmes cas d'utilisation au niveau de notre système de gestion de vente. En cas de plusieurs utilisateurs, les acteurs peuvent être aussi des périphériques manipulés par le système. Donc un acteur n'est pas forcément une personne physique, il peut être aussi un système informatique ou autre. Ça peut être un système, ça peut être un logiciel déjà intégré dans le projet, ça peut être un système informatique ou bien un système industriel externe, mais qui interagissent avec le système. C'est-à-dire qu'il a un rôle au niveau du système et des fonctions à faire au niveau du système. Donc, on peut différencier deux catégories d'acteurs. On a ce qu'on appelle les acteurs principaux ou bien les acteurs primaires, pour lesquels l'objectif du cas d'utilisation est essentiel et il constitue un objectif de l'acteur. Et il y a les acteurs qui sont secondaires. Donc les acteurs qui sont secondaires, c'est pour lesquels le cas d'utilisation n'est pas vraiment essentiel, bien qu'il interagisse avec lui. Et donc un acteur est dit principal ou bien primaire pour un cas d'utilisation. Donc la définition du fait qu'il est primaire ou bien qu'il est secondaire, c'est par rapport à un cas d'utilisation donné. Donc lorsque l'acteur il est principal par rapport à un cas d'utilisation, c'est lorsque l'acteur est à l'initiative des échanges nécessaires pour réaliser ce cas d'utilisation, c'est-à-dire il est responsable de ce cas d'utilisation. Par contre, l'acteur, il est dit secondaire, donc un acteur secondaire est sollicité par le système alors que le plus souvent, les acteurs principaux sont à l'initiative. Donc, pour l'acteur secondaire, c'est un acteur qui
qui a un impact sur le cas d'utilisation, qui a une fonction à faire au niveau du cas d'utilisation, mais ce n'est pas lui qui déclenche le cas d'utilisation et ce n'est pas lui qui va l'initier. Dans l'exemple qu'on voit ici, donc on a le client et on a la banque. Donc le cas d'utilisation paiement par carte bancaire dans notre système de gestion de vente, c'est le client qui a l'initiative de lancer un paiement par carte bancaire. Par contre, la banque est un acteur secondaire indispensable pour cette opération, parce que lorsqu'on fait un paiement par carte bancaire, on fait appel au système d'information de la banque et on se relie au réseau interbancaire pour effectuer l'achat proprement dit ou bien le paiement proprement dit. Alors le plus souvent, les acteurs secondaires sont d'autres systèmes informatiques avec lesquels le système développé est interconnecté. Beaucoup moins que des acteurs qui sont humains et qui sont secondaires, mais ça n'empêche, rien n'empêche que dans l'ingénierie système, on peut avoir un acteur humain, donc un rôle qui est externe à ce système, mais qui lance une action au niveau d'un cas d'utilisation. Si on veut synthétiser la façon de faire ou bien comment réaliser un bon diagramme des cas d'utilisation, donc il n'y a pas une manière vraiment mécanique et totalement objective pour repérer les cas d'utilisation. Par contre, il y a des astuces et des bonnes pratiques de faire la chose. On peut dire qu'il faut d'abord se placer du point de vue de chaque acteur et déterminer comment il se sert du système. Déjà là, il faut signaler une chose. Si on nous pose la question comment faire pour choisir définir les acteurs au niveau du système, on peut dire que pour faciliter la recherche des acteurs, on se fonde sur les frontières du système. C'est-à-dire notre système, il faut préalablement le découper en secteurs ou bien en un diagramme de contexte, pourquoi pas, pour dire que voilà les acteurs potentiels au niveau du système, quels sont les rôles qui sont nécessaires au niveau de ce système pour que son fonctionnement se déroule correctement. Alors, d'abord, donc, il faut identifier les acteurs, bien évidemment. Ensuite, il faut se placer du point de vue de chaque acteur et déterminer comment il se sert du système. Donc, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de ce système, comment il utilise ce système, pour quelle finalité, et dans quel cas il l'utilise et à quelle fonctionnalité il doit avoir accès. Ensuite, il faut éviter les redondances. Donc, on a parlé des redondances des personnes. Donc, si on a un même rôle, il faut toujours retenir le rôle et non pas la personne physique. Donc, si on a plusieurs personnes qui ont le même rôle, il faut représenter le rôle. Si on a une même personne qui a plusieurs rôles, il faut la représenter, cette même personne, autant de fois qu'il y ait de rôles. Okay. Donc, par exemple, il ne faut pas réduire un cas à une seule action. Mais donc, il faut éviter les redondances, limiter le nombre de cas en se situant au bon niveau d'abstraction par rapport à un acteur donné. Et il ne faut pas réduire les cas en un seul cas. Donc, c'est-à-dire il ne faut pas factoriser le maximum possible. Comme par exemple, dans notre cas de gestion de vente, dire effectuer la vente. Donc, pour dire effectuer la vente comme étant un cas d'utilisation, donc pour effectuer la vente, il faut faire quoi? Il faut passer la commande, il faut payer, il faut demander, il faut alimenter le système, il faut faire beaucoup de choses. Un autre point, il ne faut pas faire apparaître les détails des cas d'utilisation, il faut rester au niveau des grandes fonctions du système. Donc on va le voir lorsque je vais vous montrer comment se fait la description textuelle d'un cas d'utilisation. Il se peut qu'il y ait beaucoup de détails au niveau d'un même cas d'utilisation. Et il ne faut pas se perdre à l'intérieur des détails, mais il faut rester à un niveau d'abstraction assez important pour assurer la définition d'un cas d'utilisation qui est générique et qui représente une fonctionnalité du système. Et donc, il faut trouver le bon niveau de détail pour le cas d'utilisation. Et ce n'est pas vraiment une tâche facile, c'est une tâche qu'on va améliorer au fur et à mesure avec de l'expérience, en traitant pas mal de contextes et en modélisant pas mal de systèmes. Et voilà, donc c'est la façon de faire. Passons maintenant donc, pour la description des cas d'utilisation. Donc, les diagrammes des cas d'utilisation le diagramme de cas d'utilisation décrit les grandes fonctions d'un système de point de vue des acteurs, mais il n'expose pas de façon détaillée le dialogue entre les acteurs et les cas d'utilisation. Donc là, si on revient ici sur la flèche, là, le lien entre l'acteur et le cas d'utilisation, on ne trouve pas de commentaire, on n'a pas de message qui passe, ni de fonction, de input-output ou quelque chose comme ça.
Donc, le cas d'utilisation, ce n'est pas du tout son rôle. Donc, lui, il ne détaille pas le dialogue. Donc, encore un autre point, la même chose pour la relation entre les acteurs. Pour la relation entre les acteurs aussi. Donc là, il y a un point très important à montrer. Donc ici, par exemple, vous voyez, on a la généralisation même entre acteurs. Généralisation entre acteurs, ça signifie quoi? Ici, on a le directeur qui est un acteur et qui hérite du rôle du commercial. C'est-à-dire, si on veut expliquer ce diagramme des cas d'utilisation, on va dire que le directeur, il peut faire tout ce que fait le commercial. En plus, il va éditer les statistiques. Donc, un directeur, puisque le rôle des directeurs, ou bien l'acteur directeur, il hérite de l'acteur commercial, le directeur, il peut annuler la commande, mais également, il y a un cas d'utilisation que le directeur est responsable directement, à savoir éditer les statistiques. Voilà, donc il y a aussi une généralisation de point de vue, relation entre acteurs. Et c'est d'ailleurs la seule relation possible qui peut exister entre les acteurs. Alors, je disais, un simple nom ou bien un simple verbe n'est pas suffisant pour décrire un cas d'utilisation. Donc, encore une fois, si on revient ici sur le diagramme des cas d'utilisation, donc moi, là, je préfère dire payer la commande que donc payer une commande au lieu de dire payer tout seul. Parce que payer, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va payer? Est-ce qu'on va payer une facture? Est-ce qu'on va payer un produit? Donc, on va payer une commande. Donc, de préférence, rester sur des phrases qui sont courtes, mais qui sont significatives, comme ici, passer une commande, annuler une commande, éditer les statistiques, paiement carte bancaire ou bien faire un paiement carte bancaire. Donc là, phrase verbale ou phrase nominale, donc il n'y a pas de différence, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut que ça soit parlant et que ça explique le cas d'utilisation. Donc chaque cas d'utilisation doit être documenté pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté concernant son déroulement et ce qu'il couvre précisément. C'est la raison pour laquelle en UML 2.0 et aussi en UML 2.5, on a ce qu'on appelle la description textuelle. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que la description textuelle. Donc, la description textuelle, vous avez vu la représentation diagramme ou bien la représentation schématique d'un diagramme des cas d'utilisation. On peut aussi faire une description textuelle. Et souvent, ce qui est sollicité d'un ingénieur, c'est de faire les deux, faire le diagramme et il doit accompagner le diagramme avec une description textuelle. Donc la description textuelle, il contient principalement 3 parties, à savoir d'abord la partie identification, une identification de cas d'utilisation. Donc pour la description textuelle, n'est pas une description textuelle qui va concerner l'ensemble des cas d'utilisation à la fois, mais on va traiter cas d'utilisation par cas d'utilisation. Donc on commence par identifier le cas d'utilisation. Cette identification, il contient plusieurs points, à savoir le nom du cas, donc par exemple ici, payer par carte bancaire, ou bien paiement carte bancaire. L'objectif, dans l'objectif, il faut décrire le cas d'utilisation, donc dans ce cas, détailler les étapes permettant au client, ou bien à notre client, de payer par carte bancaire. Les acteurs, quels sont les acteurs qui sont rattachés ou qui sont en relation avec ce cas d'utilisation? Donc on a 2, donc comme vous le voyez ici. On a 2, on a le client comme acteur qui est primaire ou bien principal, et on a la banque comme étant un acteur qui est secondaire. La date, bien sûr, les dates de réalisation du cas d'utilisation. Le responsable, c'est l'ingénieur que vous êtes ou bien la personne qui a fait la modélisation. Et la version, parce que pour un même cas d'utilisation, il se peut que vous faites une version, une autre version, il vient, il analyse le système, il comprend autre chose, il propose une deuxième version, une troisième version. Donc là, on note que c'est la version 1.0. Si vous améliorez par rapport à la version qu'a fait l'un de vos collègues ou bien vous avez fait vous-même, vous allez la noter, la version 2.0. Voilà. Par la suite, on a le séquencement. Donc, le séquencement, qu'est-ce qu'il contient? Il parle du déroulement. Comment va se produire ou bien se dérouler le cas d'utilisation. Donc, ici, on dit le cas d'utilisation commence lorsqu'un client demande le paiement par carte bancaire. Et il faut définir 4 choses principales. Les préconditions. Donc, quelle est la précondition pour lancer la demande de paiement par carte bancaire? Il faut que le client ait déjà validé sa commande. Ensuite, on a l'enchaînement nominal. L'enchaînement nominal, c'est-à-dire les étapes détaillées par lesquelles il passe le paiement par carte bancaire. Le client saisit les informations de sa carte bancaire, le système vérifie le numéro, le système vérifie la carte, le système demande au système bancaire de débiter et le système notifie le client du bon déroulement de la transaction.
Donc là, c'est l'enchaînement nominal. On va le voir par la suite dans un diagramme dynamique qui s'appelle le diagramme de séquence. On va voir qu'on va s'attarder sur des détails dans un autre niveau. Mais là, c'est de point de vue utilisateur par rapport, ou bien de point de vue acteur par rapport au cas d'utilisation, on décrit l'enchaînement nominal. L'enchaînement alternatif, donc si le numéro, au cas où il y a un problème ou quelque chose qui ne va pas, donc si le numéro est incorrect, le client est averti de l'erreur et il est invité à recommencer. Si les informations sont erronées, ils sont redemandés au client. OK. Quoi d'autre? Donc, et on a les post-conditions. Donc, les post-conditions, une fois ce cas d'utilisation, c'est l'output du cas d'utilisation, en quelque sorte. Après avoir effectué cette demande de paiement par carte bancaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la commande est validée et le compte de l'entreprise, il est crédité. Bien sûr, le compte du client, il est débité. La dernière partie, c'est une rubrique optionnelle, c'est une rubrique dans laquelle on parle des contraintes, si on a des contraintes qui sont fonctionnelles, ou bien des contraintes qui sont liées à l'IHM, ou bien tout autre type de contraintes. Donc là, par exemple, des contraintes non fonctionnelles, la fiabilité, puisqu'il s'agit des cartes bancaires, il faut faire très attention, les accès, ils doivent être sécurisés. La confidentialité, il faut que les informations du client, son code de carte bancaire, etc., ils ne doivent pas être divulgués ni diffusés d'une façon aléatoire ou bien d'une façon qui est malveillante. Et pour l'IHM, il faut toujours demander la validation des opérations bancaires. Comme vous le savez, donc pour le système bancaire, il faut se connecter au centre monétaire interbancaire et il faut se connecter aux services dédiés. Par exemple, ici au Maroc, on a le service de Maroc Télécommerce, auquel on se connecte pour pouvoir effectuer toute opération de paiement bancaire en ligne. Voilà.